Soquette légère. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Soquette légère en vidéo. J'espère surtout que vous êtes en forme. Alors on le sait, depuis quelques semaines, l'UCI a dévoilé le calendrier de la suite de la saison 2020 et c'est l'occasion pour nous, au sein de la Soquette légère, d'évoquer ce calendrier, et notamment français, avec Christophe Menei, qui est l'un des organisateurs de la nouvelle épreuve professionnelle, la Mercantour Classique Alpes-Maritimes. Bonjour Christophe, et comment ça va tout d'abord ? Bonjour Brice, ça va plutôt bien. On en a parlé déjà un petit peu avant, mais on fait pas mal de yo-yo au niveau émotion avec cette nouvelle course. Et puis avec nos autres organisations, parce qu'on est aussi organisateur de cyclosportifs. Donc c'est une année particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça va, tout va bien. Niveau santé, tout va très bien. On fait du vélo. Voilà, l'épidémie a l'air de vouloir nous laisser un petit peu de champ, donc ça va. Donc c'est là l'essentiel, mais effectivement on va revenir un petit peu sur ce yo-yo dont vous parlez, parce qu'au sein de cette émission, on va en apprendre un petit peu davantage sur l'organisation d'une épreuve cycliste professionnelle, évidemment à travers la Mercantour Classique Alpes-Maritimes. La Soquette légère. Christophe Menei, vous avez créé il y a environ 3 ans avec Laurent Léon Mermont Organisation, qui est une société qui est spécialisée dans l'événementiel sportif, où vous assurez diverses prestations. Alors évidemment, vous l'avez dit, l'organisation de cyclosportives, mais des prestations de chronométrage, de communication ou encore de support en ligne. Et vous êtes lancé il y a quelques mois, vous nous le direz, peut-être quelques années, dans un beau challenge, celui d'organiser une course cycliste professionnelle, donc qui est inscrite maintenant au calendrier de l'Europe Tour. C'est la Mercantour Classique Alpes-Maritimes. Alors, initialement prévu le 18 mai 2020, on le sait tous, la crise du coronavirus est passée par là et a complètement chamboulé le calendrier international et notamment français. Et elle est repositionnée, on le sait depuis quelques jours, c'est assez frais, elle a été repositionnée le 24 août prochain. Tout d'abord, j'imagine que c'est un immense soulagement pour vous, Christophe. C'est un immense soulagement d'avoir trouvé une date parce que, alors, vous parliez tout à l'heure de quelques mois de travail, c'est des années de travail, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille sur le Évidemment. sujet de la course professionnelle. Donc, s'il avait fallu annuler et reporter à l'année prochaine, bon, ça n'aurait pas été dramatique. Voilà, on serait reparti sur 2021, mais c'est vrai que ça aurait été un peu un crève-cœur quand même d'avoir travaillé autant, d'avoir tout qui était en place pour ne pas pouvoir lancer cette année de départ du Tour à Nice, à côté de chez nous. C'était vraiment une année à laquelle on tenait. Et puis bon, finalement, les choses se combinent. On a trouvé une date, donc voilà, on a dit on continue, on va au bout du processus. Et nous, ce qu'on se demande en tant que suiveur, c'est à quoi faut-il s'attendre ? Parce que l'épreuve, donc la Mercantour Classique Alpes-Maritimes, va être intercalée entre guillemets entre les épreuves qui vont se dérouler en Bretagne, je pense notamment à la Bretagne classique, les championnats de France, les championnats d'Europe s'ils se déroulent, mais normalement c'est bien parti pour, et 5 jours avant le départ du Tour de France. Donc intercalé entre toutes ces épreuves, à quoi faut-il s'attendre ? Alors, quand on a retravaillé le calendrier avec la Ligue nationale de cyclisme, avec tous les acteurs du cyclisme professionnel, au départ, pourquoi est-ce qu'on a pensé à cette date du 24 août ? C'est parce qu'il y avait plus qu'une forte présomption de décalage du championnat de France professionnel. C'était même sorti dans la presse, je ne sais plus si c'était dans le Télégramme ou dans Ouest France. Voilà, le maire de Plumelec visiblement ne voulait pas organiser les championnats, du moins à ce moment-là. Et donc, le report des championnats de France du 23 août semblait être quasi certain. Donc, on avait travaillé comme ça avec la Ligue et les autres organisateurs. Du coup, il ne devait pas y avoir de course une semaine avant le Tour, donc c'était quasi parfait que nous, on se place le lundi en étant juste à côté de Nice, pour ce qui est également de l'infrastructure, la logistique pour les équipes, etc. C'était parfait. Et puis finalement, en revirement de situation, il se trouve que maintenant, finalement, le championnat de France, il semblerait que ce soit en bonne voie pour se dérouler. Bon, la Bretagne classique, c'était en soi pas un gros problème, parce que ce n'est pas forcément le même front de coureurs qui aurait couru la Bretagne classique et nous. Donc ça gênait un peu moins. Est venu se rajouter encore aussi le championnat d'Europe dans la même semaine. Ça concerne plus les coureurs de Ploué, je pense aussi. Pas vraiment les coureurs du Tour, parce que si je ne me trompe pas, ça devrait être programmé le jeudi, le championnat d'Europe, pour un départ du Tour le samedi. Donc je pense que ça ne concernera pas trop les coureurs du Tour. Et nous, c'est les coureurs du Tour qu'on vise.
Donc, bon, là, effectivement, la situation a changé. Il se trouve que si les championnats de France ont lieu le dimanche, effectivement, il y a des chances que notre course soit une course plus pour les étrangers que pour les Français. Est-ce que pour vous, le fait d'être, alors vous l'avez déjà évoqué, mais le fait que ce soit positionné 5 jours avant le Tour de France, par rapport au 18 mai, est-ce que finalement on peut dire que c'est une aubaine? Oui, on peut le dire. Alors, on verra lorsque les équipes se seront engagées définitivement. Ce qui est certain, c'est qu'on a senti un petit peu plus d'intérêt au niveau des équipes pour le Tour. Parce qu'effectivement, à 5 jours du départ du Tour, à nous, la station de Valberg, c'est une station des Alpes-Maritimes. On est à 80 km de Nice, on a un peu plus d'une heure de route. Donc le départ de Nice a lieu le samedi, nous on est le lundi. Au niveau logistique, pour les équipes, ça facilite pas mal de choses. C'est pour ça qu'on avait pensé à ça aussi avec la Ligue et avec le ROC, de se positionner le lundi. Donc ça pourrait effectivement, du moins pour l'impact international et médiatique, être une aubaine, entre guillemets. Voilà. Alors, avec ce changement, avec finalement le championnat de France qui devrait avoir lieu, ça nous privera, ou ça nous priverait, on va encore parler au conditionnel, hein, cette année, il faut employer le conditionnel jusqu'au bout du bout, je crois. Oui, j'ai bien l'impression, ouais. Voilà, ça nous priverait des leaders français, mais par contre, on risque d'avoir des leaders étrangers que l'on n'aurait très certainement pas eu le 18 mai cette année dès notre première édition. Alors vous évoquez la présence des équipes, notamment World Tour. Est-ce qu'à date, on peut citer certaines équipes, certains sponsors, ou c'est encore trop tôt et c'est compliqué de le faire? Alors, pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a des équipes qui ont manifesté leur intérêt. Mais aujourd'hui, dans les équipes, il faut être bien conscient que c'est comme chez les organisateurs, on navigue un petit peu à vue. Donc le calendrier est tout le temps un petit peu mouvant. Il y a encore des rumeurs de modification de certaines dates, de certaines courses au Tour. Et donc du coup, je pense qu'on y verra vraiment un petit peu plus clair d'ici une semaine. Il faut se donner jusqu'au 15 juin. En tout cas, dans les équipes, c'est ça qui aujourd'hui voilà, qui est la ligne directrice. Pour savoir exactement quel sera le programme de course. Voilà. Je pense qu'en ce moment, au niveau des équipes, c'est en train de travailler. Donc, on ne va pas donner des noms d'équipes, même de noms d'équipes qui ont donné leur intérêt. Ce qui est certain, c'est qu'on est une épreuve française. Et il faut savoir que les équipes françaises jouent toujours le jeu d'envoyer leurs équipes sur les courses françaises. Voilà. Il faut savoir que vraiment, au niveau du cyclisme français, il y a cet accord-là, il y a malgré tout une vraie forme de solidarité. Donc, même si les coureurs français, les leaders français seront sur les championnats de France, les équipes françaises, très certainement, enverront leurs équipes avec une majorité de coureurs étrangers. C'est très bien ce que vous mentionnez, Christophe, parce qu'on a reçu au sein de la Soquette Légère Arnaud Platel, qui est le directeur général de la Ligue nationale de cyclisme. On l'a reçu il y a 10-15 jours et il nous disait exactement la même chose, cette notion de cohésion et d'entraide entre les épreuves françaises, du calendrier français, et les équipes françaises. Donc, voilà, que chacun joue un petit peu le jeu. Donc, c'est bien d'avoir aussi, de voir à travers vos paroles la réalisation dans les actes. Et pour continuer à parler de votre épreuve, Christophe, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots, très simplement, qu'est-ce que c'est la Mercantour Classique Alpes-Maritimes, son parcours, son dénivelé, un petit peu sa difficulté? Alors, la Mercantour Classique Alpes-Maritimes, nous l'avons pensée et créée comme une véritable classique de montagne. De haute montagne, même, on peut dire. Voilà, même si on ne passe pas au-delà de la barre des 2000 mètres, on a voulu rester un petit peu plus bas parce que, au départ, on était programmé au mois de mai. Et chez nous, même si on est dans les Alpes du Sud, au mois de mai, il y a encore de la neige. C'est pensé comme une véritable course de montagne avec du dénivelé et avec des cols. L'idée, c'est de faire vraiment un petit tour des Alpes-Maritimes avec nos cols les plus emblématiques. Alors, on retrouvera le col du Turini, bien entendu, qui est très connu à l'international, ne serait-ce que par le rallye, peut-être même plus par le rallye que pour le cyclisme pour l'instant. Exactement, ouais. L'année dernière, Paris-Nice y a fait une arrivée. Cette année, ça va être un des hauts lieux du Tour de France, puisque dès la deuxième étape du Tour de France, on passera au Turini. Nous passerons également au col Saint-Martin, la Colmiane, où Quintana s'est imposé sur Paris-Nice juste avant le confinement, hein, la veille dernier. voilà, avant qu'on arrête tout. Et puis ensuite, on remontera sur Valberg, puisque la course part de Valberg et arrive à Valberg. C'est donc une boucle à travers différentes vallées du Mercantour. Et on arrivera à Valberg par le col de la Couillole, où s'était imposé Richie Porte sur Paris-Nice il y a de ça 3 ans. Je crois que c'était en 2017, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, c'est des cols que Paris-Nice a l'habitude d'emprunter. Ce sont des très beaux cols, très durs,
On reste toujours à peu près sous les 1700 mètres d'altitude, mais c'est vraiment de la vraie montagne. Il y a 4250 mètres de dénivelé pour 187 km de course. Et un parcours tracé notamment avec le coureur de la Groupama FDJ, Rudy Mollard, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il se trouve que la compagne de Rudy Mollard travaille avec nous, est associée avec nous dans Mermont Organisation et travaille donc à travailler à l'élaboration de cette course. Et puis, bon, ben voilà, Rudy est un ami et ben, on a pris aussi des infos auprès de lui, voilà ce qu'il en pensait lui en tant que coureur, parce que c'est important. Hein, on n'a pas forcément la même vision lorsqu'on crée une course que lorsqu'on est organisateur, lorsqu'on rêve quelque chose. Peut-être que les coureurs voient les choses différemment. Voilà, donc on a essayé d'équilibrer le tout en prenant un petit peu des conseils aussi, des avis comme ça. Et le parcours voilà, lui plaît bien d'ailleurs à Rudy, qui a bien marché cette année d'ailleurs à la Colmiane, puisqu'il fait 7e de Paris-Nice au sommet de la Colmiane. Voilà. Bah, juste le fait d'en parler, moi, ça me donne déjà un petit peu mal aux jambes. Donc, c'est très bon signe pour avoir du Ouais. bon spectacle au mois d'août. Oui, et puis on Alors, l'a Christophe, tracé pour qu'il y ait du suspense malgré tout, parce qu'on a condensé les difficultés en deuxième partie d'épreuve. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de 80 km de course, la moitié de la course environ, qui est ouverte avec de la descente technique, des vallées, etc., où des hommes pourront se projeter vers l'avant. Voilà, on a voulu éviter de mettre un gros col d'entrée pour que ce soit un chantier et qu'il y en ait partout d'entrée. C'est pas le but non plus. Donc, on a essayé de tracer ça en condensant les difficultés vraiment dans le final. Par contre, le final, c'est, voilà, vous voyez, les temps de scie, quoi. quand on regarde le profil, effectivement, sur votre site internet, ça fait un petit peu peur. En tous les cas, ça donne vraiment envie. Et juste dans le prolongement de cette course, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le déconfinement et toutes les règles, notamment d'hygiène, qui sont appliquées, pour qu'on comprenne bien comment va se dérouler dans les faits votre course au regard des différentes prérogatives du gouvernement par rapport aux gestes barrières, par rapport au nombre de spectateurs, le fait voilà, de respecter les distanciations. Comment on adapte un petit peu tout cela? Bon, on a eu justement une réunion avec la Ligue et tous les organisateurs en fin de semaine dernière, voilà, pour faire un petit peu le point. Même si tout va se dérouler, la saison reprend au mois d'août, donc les choses vont encore évoluer d'ici là, mais il faut se préparer, on va dire, au scénario du pire, entre guillemets, voilà, mettre déjà en place, on va dire, les mesures les plus restrictives pour peut-être après lâcher du lest plus tard. Donc, bien sûr, pour l'instant, il y a toujours cette limite des 5000 spectateurs qui est toujours en vigueur dans tous les sports, voilà, pour tous les rassemblements. Bon, pour nous, ça ne pose pas de gros problèmes. On est quand même dans une station de montagne un petit peu éloignée, donc je ne pense pas que pour une première année, de toute façon, on ne visait pas à avoir plus de 5000 spectateurs sur la ligne d'arrivée, mais ça fait partie des limites qu'il y a pour l'instant. Ça pouvait poser certains problèmes à certains organisateurs, notamment dans les grandes régions de cyclisme comme en Bretagne, où on sait que là, il peut y avoir des masses de spectateurs plus importantes. C'est un des problèmes soulevés par Ploué notamment, et par les championnats de France de Pluménec. Donc, il y a cette barre des 5000 personnes. Et puis ensuite, ce qu'il va falloir, c'est respecter tout ce qui est gestes barrières, bien sûr. Alors, ce qui avait été déjà mis en place sur Paris-Nice avant le confinement, l'éloignement entre les coureurs et les spectateurs, j'ai envie de dire malheureusement, parce que ce qui fait la richesse de notre sport, c'est que les gamins peuvent aller toucher leurs idoles. Voilà, donc pas d'autographe, pas de selfie. Un éloignement entre les journalistes et les coureurs. Même sur les podiums, respecter une distance. On a même dû réfléchir à comment faire la remise des trophées, désinfecter le trophée. Enfin, vous voyez, tout est réfléchi. Les masques dans les voitures aussi, les buzz, pour le staff. Voilà, donc pour l'instant, tout est réfléchi comme ça. Ce sont finalement les mesures que l'on se doit de respecter dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, en entreprise. Voilà. Et puis on verra au mois d'août comment ce sera, comment ça aura évolué d'ici. Et du coup, concrètement, est-ce que sur donc le 24 août prochain, est-ce qu'on va retrouver des routes fermées, des tribunes VIP, des voitures partenaires en course, un village partenaire, des animations, un petit peu, voilà, comment va s'organiser autour de la course, comment tout cela va s'organiser? Alors nous, on aura dès la veille de la course une journée d'animation qui était prévue, donc avec une randonnée cyclotouriste qui empruntera une grande partie du parcours, pas l'intégralité, mais 2 cols sur 3 seront pris. Donc une belle randonnée cyclo de 150 km avec 3000 mètres de dénivelé qui partira le dimanche matin. Voilà.
Et il se trouve que nous avions programmé, mais alors ça par contre de longue date, normalement le 23 août, c'était le jour où on organisait notre épreuve phare, qui est la Mercantour Bonnette, notre cyclosportive, notre première cyclosportive qu'on a créée il y a 5 ans. Donc tout ça va se cumuler. Donc le dimanche, il y aura la randonnée de la cyclotourisme de la course pro et la cyclosportive Mercantour Bonnette. Donc pas mal d'animations sur la place centrale de Valberg, avec un village départ. On comptera une quinzaine d'exposants, nos partenaires, des partenaires historiques des Mercantours. Et puis, il y aura aussi une randonnée, mais plus dédiée aux chefs d'entreprise. Voilà, on a créé un pool de chefs d'entreprise passionnés de vélo de la région et qui vont venir participer avec des clients, des collaborateurs à une randonnée cyclo sur une partie du parcours qui sera normalement accompagnée par Tor Hushovd, qui est parrain de l'épreuve, voilà, l'ex-champion du monde norvégien. Ça se déroulera également le dimanche matin. Donc ça, c'est pour la veille de la course. Et ensuite, le jour de la course, parce que les animations continuent, il y a toute une journée hospitalité qui est prévue avec des VIP qui seront amenés sur le premier Grand Prix de la montagne de la journée au col de la Couillole. Et puis ensuite, une journée où on suivra la course en direct voilà, avec nos ambassadeurs. Normalement, on devrait pouvoir mettre en place tout ça voilà, en respectant bien sûr les gestes barrières. Alors, vous mentionnez vos ambassadeurs, Rudy Mollard tout à l'heure, Tor Hushovd, vous venez de le préciser. Quels sont vos ambassadeurs et quels sont leurs rôles sur la course? Alors, le rôle, Tor Hushovd habite ici, donc c'est un coureur qui n'est pas à proprement parler un grimpeur, même s'il a Non, gagné une étape, effectivement. j'aimerais rappeler, dans les Pyrénées sur le Tour de France, je crois que c'était à Pau. Exactement. Donc, c'est un grimpeur qui confortait ses maillots verts en montagne. Voilà. Donc, il a adhéré au concept, il habite sur Monaco, donc on s'est dit ce serait sympa d'avoir un ancien champion du monde avec nous dans le staff. Donc, lui, sa présence, ça va être d'animer un petit peu ce week-end, de discuter avec nos partenaires, d'échanger, de commenter la course en direct, de la vivre avec eux, de leur expliquer, de rouler avec eux la veille aussi. Rudy, lui, il est coureur, donc plus qu'un ambassadeur, plus c'était notre conseiller technique, on va dire. Et puis lui, là, en tant que coureur, après, il sera soit au championnat de France, j'ai envie de dire cette année, malheureusement, voilà. Mais bon, je ne doute pas qu'il viendra. On n'est pas là pour être là que cette année. Et puis, on a dans l'équipe aussi Nicolas Fritsch, ancien coureur, qui est dans l'orga avec nous depuis le début. Voilà, ancien coureur de la FDJ. Lui est là pour faire le lien avec les équipes. C'est lui vraiment qui s'occupe de toute la partie contact avec les équipes. Bon, merci pour ces précisions. On sait un petit peu à quoi s'attendre au mois d'août prochain. Et Christophe, j'aimerais juste qu'on revienne, parce qu'on l'a à peine abordé, mais qu'on se concentre un petit peu plus sur cette période du mois de mars et donc un petit peu la crise qu'on a connue, que tous les sports ont connue et inévitablement que votre organisation a connue. Quelles sont les instances qui ont été mobilisées pendant toute cette période, pendant toutes ces semaines de confinement, pour valider ou non la tenue des épreuves, pour discuter un petit peu avec tous les acteurs du vélo? Quelles ont été ces instances et surtout, quelles relations vous avez entretenues avec toutes ces instances pendant, on va dire, ces 2-3 derniers mois? Alors, le lien, clairement, ça a été la Ligue et le ROC, qui est l'association qui regroupe les organisateurs de courses cyclistes en France, et qui a fait le lien en permanence avec le ministère. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes de toute façon, devons écouter ce que dit le ministère, les ordres viennent d'en haut, et ensuite le lien, il est fait avec la Ligue et avec le ROC. Et nous, on vient d'arriver dans cette grande famille des organisateurs et du monde cycliste professionnel, et dois dire qu'on a été agréablement surpris. Si c'est dans les moments de crise qu'on voit en tout cas, quelles sont les véritables relations entre les gens. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir la véritable solidarité, le dialogue qu'il y a eu. Et tout a été fait pour maintenir un maximum d'épreuves. Ça n'a pas été facile parce que quand on a été au pic de l'épidémie, nous-mêmes, on a reçu des messages comme quoi on était fous de vouloir continuer à organiser des courses de vélo, que ce n'était pas important, que l'important c'était l'épidémie. Nous, notre discours, il a toujours été celui-ci. C'est pas parce qu'on réfléchit à organiser une course de vélo dans quelques mois qu'on pense pas à l'épidémie ou aux soignants. Les choses sont totalement pas liées, j'ai envie de dire. Voilà. Il fallait penser à l'après. Voilà. Une fois que l'épidémie serait passée, il fallait bien que l'économie reparte, parce que c'est une économie, le cyclisme.
on parle de milliers et de milliers d'emplois, on parle des équipes, on parle des gens qui travaillent dans l'industrie du cycle, et tout cela repose sur les courses professionnelles qui sont la vitrine de ce sport, et sur le Tour de France en particulier. Donc il fallait à tout prix sauver le Tour de France. On a senti clairement au niveau politique que tout était fait pour sauver le Tour. Ça, c'est clair, qui fait partie du patrimoine français. Et alors, ça fait un peu chaud au cœur parce qu'on se rend compte vraiment que le cyclisme est quelque chose d'important, du coup, en France. On s'est vraiment rendu compte qu'il fallait sauver le Tour, que c'était un monument. Et nous, autour de ça, avec les autres organisateurs, avec la Ligue, on a vraiment essayé de réorganiser un calendrier cohérent pour l'avant-tour et pour l'après-tour, qu'on a appelé d'ailleurs le calendrier autour du Tour. Et je trouve qu'on a réussi à remettre en place un calendrier cohérent. Et on a bien fait de ne pas s'affoler, et on a bien fait de ne pas annuler dans l'urgence, voilà, de chercher à reculer au maximum, d'attendre de voir comment les choses allaient évoluer. Je crois qu'aujourd'hui, pour l'instant, l'évolution de la situation a en tout cas donné raison à la Ligue de s'être battue comme ça. Et entre différents organisateurs, quels sont les sujets de discussion? Comment on arrive un petit peu à se mettre d'accord? Parce que inévitablement, chacun essaie de défendre sa course, un petit peu ses intérêts, ses partenaires. Comment est-ce qu'on arrive à instaurer un dialogue, on va dire, constructif? Écoutez, je crois que cette année, on était un petit peu tous dans le même bateau. Il fallait à tout prix sauver ce qui restait. Beaucoup d'organisateurs ont jeté l'éponge. Et ceux qui sont restés, ont ramé tous dans la même direction. On savait que des courses allaient se chevaucher immanquablement cette année, puisqu'il a fallu regrouper en 3 ou 4 mois ce qu'on fait habituellement en 6 ou 7. Donc, obligatoirement, des courses allaient se chevaucher. Il fallait comprendre aussi que les équipes allaient de toute façon multiplier ou démultiplier leur front parce qu'elles avaient besoin aussi de courir. Donc, je trouve que tout le monde a bien bossé. On avait des intérêts de toute façon qui étaient communs. Ceux qui voulaient continuer à organiser étaient dans la même optique. Donc, il n'y a pas eu de friction. Tout le monde a vraiment bien bossé ensemble et on a réussi à trouver vraiment ce qui a arrangé au maximum tout le monde. Voilà. J'ai trouvé que c'était une période en tout cas vraiment intéressante. En introduction, Christophe, vous parliez du yo-yo émotionnel que vous vivez depuis plusieurs semaines. Et du coup, comment concrètement et comment tous les jours on gère cette situation avec les partenaires qui sont engagés, avec les collectivités, voire même les équipes qui s'étaient engagées auprès de vous depuis un certain temps? Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à gérer cette situation du report, de l'annulation, du fait que la course se déroule? Comment on fait? Alors, le plus facile, c'est avec le monde sportif. C'est évident que les équipes, elles sont dans le même cas que nous, elles sont un peu dans le même bateau. Donc, les équipes savent de quoi il en retourne. Donc ça, gérer avec les équipes, c'est le plus simple. Après, effectivement, il a fallu expliquer aux partenaires, mais nous, on a vraiment la chance d'avoir déjà un partenaire principal qui est le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui est un très solide partenaire, qui a vraiment soutenu ce projet de course dès le départ et qui n'avait de toute façon pas l'intention de nous lâcher. Donc, nous, on savait que le Conseil départemental, quel que soit notre choix, même si on décidait de partir sur 2021, était derrière nous. Donc, il n'y a pas eu besoin de convaincre. Voilà. Je pense que de toute façon, au niveau des instances et des collectivités, tout le monde avait conscience cette année que c'était très particulier. Je veux dire, les organisateurs n'étaient en rien responsables de la situation. Donc, il y a eu pas mal de bienveillance. Voilà. Au niveau des partenaires, la plupart sont des entreprises locales qui nous connaissent, qui nous suivent aussi. Ça facilite. Aujourd'hui, on a un partenaire et ça me fait. Je ne citerai pas l'entreprise, mais un des seuls partenaires qui nous a lâchés est une entreprise qui est une multinationale, je tiens à le dire. Les entreprises locales, elles nous suivent. Un de nos seuls partenaires, fort heureusement, ce n'était pas un de nos partenaires principaux, mais qui est une enseigne nationale, multinationale, s'est servi un petit peu du prétexte pour dire ah ben non, on arrête tous nos partenariats. Ouais. Alors que les entreprises locales, elles, au contraire, nous ont dit pas de souci, on vous suivra. Voilà. Donc au niveau du budget, voilà, on a perdu 2-3 partenaires. Certains, il faut les comprendre, la crise est passée par là et c'est compréhensible. Mais pour la plupart, tout le monde a très bien compris la situation et est resté engagé auprès de nous. Alors, vous parlez du budget. Combien ça coûte une épreuve comme la Mercantour classique Alpes-Maritimes à organiser? On n'est pas loin des 300 000 euros sur une course d'un jour. Voilà, on va dire 280 000. En gros, c'est ça. Ouais. Avec
plus gros poste, ça reste la télévision, voilà, la production des images télé. Quelle est, sur ces, on va dire, 280 300 000 euros, quelle est la répartition des collectivités territoriales et le coût de production télévisuelle? Donc, le coût de production télévisuelle, comme je disais, c'est plus du tiers du budget. Voilà, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher. Mais d'un autre côté, nous, dès le départ, on a voulu créer cette course avec la télévision. Et de toute façon, c'était la condition sine qua non pour le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Ce qu'on voulait, c'était offrir une vitrine sur les Alpes-Maritimes et sur le Mercantour, et créer une course sans la télévision, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, quitte à nous aider, quitte à nous financer, l'accord avec le département, c'était vraiment qu'on ait la télévision derrière nous. Donc, c'est pour ça qu'on a signé un accord avec Eurosport, parce que le but était aussi d'avoir des images diffusées à l'international. Eurosport, ça nous garantit d'être diffusé dans 55 à 60 pays à minima à travers le monde. D'où l'implication forte des collectivités Oui. territoriales dans ce projet sportif. Christophe Menei est l'invité de l'émission La Soquette Légère en vidéo. Christophe, je vais vous exposer 2 idées reçues et c'est à vous de me dire ce qu'il en est réellement. Voici la rubrique Le vrai du faux. La Soquette Légère. Alors Christophe, vrai ou faux, on vient de l'évoquer juste avant en parlant de la production télévisuelle. Sans la télévision aujourd'hui, est-ce qu'il est impossible de créer une nouvelle épreuve cycliste professionnelle? Impossible, non. Non, c'est possible. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les images télévisées sont le nerf de la guerre. Elles sont le nerf de la guerre parce qu'un territoire se fait de la publicité. Il ne faut quand même pas se le cacher. Une course de vélo aujourd'hui, c'est une immense page de pub à la télévision. Donc, pour une collectivité, il y a intérêt à passer à la télévision pour se promouvoir. Donc, je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'envisager de créer une course. C'est encore possible, avec un budget du coup moindre, mais est-ce que cela vaut le coup de ne pas passer à la télévision? C'est ça plutôt la question. Nous, en tout cas, on a fait le choix immédiatement de rechercher un budget plus important, mais de passer à la télévision. Puis pour les équipes aussi. Les équipes ont besoin de visibilité, les sponsors ont besoin de visibilité. Donc entre une épreuve télévisée et une épreuve qui n'est pas télévisée, ça fera la différence aussi automatiquement. Et deuxième vrai ou faux, les nouvelles classiques qu'on découvre en France, les classiques pour grimpeurs, donc je pense à la vôtre, à la Mercantour classique Alpes-Maritimes, mais également le Mont Ventoux Dénivelé Challenge qui a été lancé l'année dernière et la 2e édition se déroulera au début du mois d'août cette année également. Est-ce que ces nouvelles classiques pour grimpeurs répondent finalement parfaitement au nouveau code ou au cyclisme, aux critères du cyclisme actuel? Je crois effectivement que ça offre en tout cas là en France un petit peu une diversité d'épreuves, parce que c'est vrai que si on prend les épreuves de la Coupe de France, on était beaucoup sur des épreuves qui se ressemblaient, des épreuves plutôt pour routiers sprinteurs. C'est pas à dénigrer, c'est dans la culture du cyclisme français, avec beaucoup de courses dans l'Ouest. Mais aujourd'hui, effectivement, il manquait pour les grimpeurs des courses d'un jour où ils pourraient briller. Voilà. Alors, il y a des courses à étapes. Paris-Nice devient de plus en plus montagneux. Le Dauphiné devient de plus en plus montagneux, même si ça a toujours été montagneux, mais ça le devient de plus en plus. Regardez l'augmentation des difficultés dans le Tour de France aussi. Voilà. Bon, c'est vrai que les gens aiment la montagne. Il y a le spectacle en montagne. Donc, ça comble effectivement ces nouvelles épreuves un vide. Je pense qu'on a pensé à ça au même moment avec Nico Garcia, l'organisateur du Mont Ventoux, parce que c'est vrai qu'on a pensé, on ne savait pas, chacun de notre côté, on planchait sur la même chose. Bon, lui, il a lancé l'année dernière et nous, cette année. On n'était pas du tout au courant qu'on travaillait sur le même projet. Mais voilà, c'est la même chose qui est venue dans notre tête. Il manquait effectivement des épreuves pour grimpeurs d'un jour. Et or, ce qui fait quand même beaucoup rêver les gens, c'est aussi la montagne dans le cyclisme. Voilà. Bien sûr. Et on parle de votre première édition au mois d'août prochain. Et vous évoquez aussi beaucoup l'année 2021. Donc, ce sera, on l'espère tous, la 2e édition. Est-ce que vous avez un petit peu des garanties pour les années qui viennent, ou en tous les cas, au moins pour l'année prochaine, voire l'année qui suit? Alors, nous, ce qui est certain, c'est qu'on s'est engagé au niveau télé avec Eurosport sur plusieurs années. On est parti sur un projet déjà de moyen terme.
n'est clairement pas là pour faire un one-shot, avec nos collectivités, avec le département également. Le but, c'est d'installer vraiment la course dans le paysage, d'en faire véritablement une classique qui méritera son nom d'ici quelques années, on l'espère. Mais oui, on travaille vraiment sur du long terme. Est-ce que vous avez des objectifs d'ores et déjà prévus, des objectifs d'audimat, des objectifs, alors j'allais dire de public, mais évidemment c'est un petit peu remis en cause cette année, mais au moins des objectifs chiffrés, notamment à la télé, sur les réseaux sociaux, par rapport aux retombées presse, médias. Est-ce que vous avez un petit peu des chiffres en objectif? Aujourd'hui, les chiffres que donne Eurosport, c'est qu'une course d'un jour comme ça, alors les chiffres qu'on a, ce sont des chiffres globaux, hein, donc au niveau mondial, puisque avec Eurosport, on travaille sur ça. Eurosport donne des chiffres pour une course d'un jour de ce calibre-là, ça varie de 2 à 7 millions de téléspectateurs. Vous allez me dire, ça fait quand même un gap important, mais bon, pour une première année, c'est difficile d'avoir une idée un petit peu plus précise. Même si on est sur la fourchette basse, on serait déjà très satisfait. Nous, le but, c'est vraiment de faire connaître le territoire et d'essayer d'ancrer dans la tête des gens que les Alpes-Maritimes, c'est véritablement un territoire de montagne, avec des très beaux cols. Voilà. Donc, on ne s'est pas fixé des objectifs démesurés. Le but, ça va être de progresser au fur et à mesure, de progresser peut-être aussi dans le classement de la course. On ne s'interdit pas à terme de passer en Pro Series et pourquoi pas, enfin je veux dire, il faut viser le plus haut possible. Pourquoi pas imaginer une Mercantour classique en World Tour d'ici 15 ans. Parce que pour préciser, vous êtes pour cette première édition une course donc du calendrier Europe Tour 1.1. Oui, 1.1, voilà. Ouais. Voilà. Donc après, bon, pour expliquer clairement, c'est d'abord les 1.1, ensuite les Pro Series qui ont été créées cette année, les anciennes, ce qu'on appelait hors catégorie, et après, bon, le calendrier World Tour, voilà, qui sont les plus grandes courses du calendrier. Nous, on a un exemple de course qu'on regarde depuis le début, ce sont les Strade Bianche en Italie. C'est une course qui a été créée en Toscane. C'est une course qui a été créée il y a une douzaine d'années maintenant et qui est World Tour à présent. Et en 12 ans, cette épreuve est devenue une épreuve de référence, quasiment une classique. On a l'impression qu'elle a toujours été là. Donc, c'est possible de le faire. Pour ça, il faut, je crois, un terrain d'exception. Et ils l'ont en Toscane, bien évidemment. Mais je crois que nous l'avons aussi, très clairement. Et puis, il faut de la patience, du travail, et puis croire en soi. Voilà. Et nous, on veut montrer que les Alpes du Sud ont leur place, véritablement, dans le calendrier cycliste international. Et peut-être que les gens vont découvrir cette région. Et voilà, on va travailler pour ça, pour vraiment s'inscrire dans le paysage. Alors Christophe, on approche de la fin de l'émission La Soquette Légère. Vous avez évoqué rapidement en parlant des événements extra à la course professionnelle qui vont se greffer à cet événement, notamment les cyclosportives. Et on sait que c'est un petit peu aussi chez Mermont Organisation un de vos cœurs de métier. C'est même le début, oui, c'est la base, oui, on est parti comme ça. C'est même la base, voilà, effectivement. Est-ce que toutes les cyclosportives qui devaient être prévues ont été repositionnées et auront lieu? Alors nous, nos cyclosportives auront a priori toutes lieu. On en a une qui était en danger, c'était la Mercantour Turini qu'on organise à Saint-Martin-Vésubie, justement sur le col du Turini. Elle avait lieu en mai, on a réussi à la déplacer au 2 août. Voilà. Sur un format un peu allégé, la saison est censée reprendre le 1er août. Donc, pour sauver l'épreuve, on va l'organiser sous forme de rando sportive. C'est-à-dire que seules les ascensions du Turini seront chronométrées et le reste du parcours se fera à allure libre. Voilà, ça nous permet d'alléger un petit peu le dispositif d'organisation et de sécurité. Ensuite, pour les autres, elles se dérouleront dans des conditions normales. Donc, il y a la Mercantour Bonnette d'été suisse dont je vous parlais tout à l'heure, qui est notre première épreuve, qui se déroule à Valberg depuis 5 ans déjà, et qui passe par le col de la Bonnette. Donc, c'est la plus haute cyclosportive d'Europe. Elle aura lieu le 23 août, donc normalement, pas de souci. Et puis ensuite, on a la Mercantour Madone Pay 20 septembre. Donc, elle est à sa date normale, donc a priori pas menacée. Voilà. On s'occupe également... parce qu'on travaille avec le conseil départemental des Alpes-Maritimes sur l'organisation du challenge cyclosportif des Alpes-Maritimes. On s'occupe également de l'Avançoise, qui est une épreuve assez ancienne, qui a 25 ans. Hein. C'est une classique du calendrier ici. Et l'Avançoise qui devait avoir lieu en mai a réussi à être déplacée également fin octobre, 25 octobre,
Donc, ce sera une très belle épreuve de toute fin de saison cette année à travers les Préalpes d'Azur et le col de Vence, notamment. Bah, c'est ce qu'on appelle un été, on va dire, chargé en termes d'organisation et en termes de Ça vélo. va être un petit peu chargé, oui. Oui, oui. Les mois d'août et septembre vont être costauds. Effectivement, en tous les cas, nous, on a hâte. Merci beaucoup, Christophe Ménéy, de votre passage au sein de l'émission La Soquette Légère. Alors nous, on n'attend qu'une chose, c'est de vous suivre avec hâte. Écoutez, le 24 août prochain à Valberg, parce qu'on est vous serez persuadé bienvenus à Valberg, d'ailleurs. Merci beaucoup, parce qu'on est persuadé que ce serait une très belle course. On va suivre ça avec attention. Et bon courage à vous et à l'ensemble de vos équipes pour œuvrer pendant ces semaines qui arrivent. Merci également à Arnaud pour la réalisation de cette émission. Et quant à vous, ceux qui nous avez regardé, suivi, écouté, n'hésitez pas à regarder, à partager cette émission et évidemment à parler autour de vous de la Mercantour Classique Alpes-Maritimes. On rappelle la date, première édition le 24 août prochain à Valberg. Et je vous invite également à nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux de la Soquette Légère. Le vélo va reprendre dans moins de 2 mois pour notre plus grand plaisir. D'ici là, restez prudents, prenez soin de vous. Bye bye. La Soquette Légère.